Messieurs, dames. Alors maintenant, on va utiliser ce qu'on a mis en place. Déjà, on va faire un petit test. Vous allez observer, vous allez fermer les yeux, s'il vous plaît. Et puis, vous allez placer votre pouce dans votre main, comme ça. Et puis, vous laissez agir. C'est-à-dire que vous observez ce qui se passe dans le corps. Alors, je vous rassure, je ne pense pas que quelqu'un ait un orgasme. Mais, normalement, vous devriez sentir une espèce d'apaisement, quelque chose de plutôt tranquille, quelque chose de plutôt doux. C'est pas très puissant, hein, l'apaisement. Hein. Vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, qui a senti, parce qu'en fait, bon, il y avait la pause, vous pouviez être un petit peu agité en venant vous asseoir, vous avez parlé des tas de choses, et puis, est-ce que vous avez senti un petit peu d'apaisement ou pas? Oui. Oui. Alors maintenant, on va utiliser en fait ce qu'on a fait. On va utiliser cet ancrage puisque le corps y répond maintenant. Il y répond pas forcément d'une manière visuelle parce qu'on a additionné plusieurs pensées positives. Je vous rappelle, il y avait de la confiance, de la sérénité, de la joie, de la gratitude et un sentiment de liberté. En fait, ce que maintenant on va faire, c'est qu'on va construire une image ressource. On va construire une image. Vous allez penser à quelque chose qui peut être dont vous allez pouvoir vous souvenir facilement. Alors une fois j'avais fait ça avec un copain, et puis il manquait d'argent, et puis on avait imaginé que je lui avais dit qu'est-ce qui te ferait plaisir, et puis il me dit une pluie de billets qui tombe sur moi. J'ai dit ah super, ok, on le fait. Donc on a fait ça, et puis alors quelques temps après, parce que ça date d'assez longtemps, quelques temps après il revient, et puis il me dit hey, tu sais l'image. Alors moi je m'en souvenais pas, hein, évidemment. Il me dit, tu sais, on a travaillé d'une image là et tout. Parce que je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, un jour, il avait son ventilateur et puis il avait commencé à gagner sa vie. Il avait posé des billets et le ventilateur tournait. Au moment où il a posé, ça a fait une pluie et il a fait ah comme ça. Alors, donc ça peut être un signe ou je ne sais pas. En tout cas, lui s'en souvenait. Moi, c'était pas dans ma pensée, donc c'était pas ma pensée. Je ne me souvenais pas. Par contre, l'autre jour en méditation, on a joué avec l'éléphant rose. On n'a pas bu, je vous rassure, mais on n'était pas loin. Enfin, parfois, on peut avoir des états un peu particuliers. Et on a fait un éléphant rose. Et puis, ma copine Mireille, elle m'a dit, tu sais pas quoi, hein, ben, j'en ai vu un cette semaine. Donc, quelque part, il y a un éléphant rose qui est apparu devant elle. Une publicité ou quoi que ce soit. Hein. Après, évidemment... Si c'était passé dans la rue de Montpellier, on aurait un peu tous su. Ok, alors je vous propose de vous créer une image qui serait une image agréable. Donc soit vous pouvez reprendre une des pensées que vous avez eues. Par exemple, je ne sais pas si vous avez imaginé faire du vélo ou conduire votre voiture, bon c'est pas très glamour, ou alors d'être à la plage, ou alors d'être à la montagne, un truc un peu sympa. Et puis, on va faire le jeu avec cette image. Ça vous convient? Alors, vous levez la main quand vous avez l'idée d'une image. Et je vous invite aussi à le noter, puisque vous avez quelques carnets, vous avez bien fait, je vous invite à faire un petit carré et puis à noter le titre de votre image, de ce que c'est pour pouvoir le conserver et éventuellement s'en souvenir une prochaine fois. Alors, tout le monde a une image? Tout le monde a quelque chose de positif? Ok. Alors, eh bien, vous allez fermer les yeux, s'il vous plaît. Pas obligé. On voit tout à l'heure. Vous fermez les yeux, et puis vous allez prendre votre pouce dans votre main. Et puis à partir de là, eh bien, vous allez visualiser l'image que vous avez choisie comme référence, comme ressource. Et puis vous allez la rapprocher de vous. Et puis vous allez jouer avec l'écran comme ça. Vous la rapprochez un petit peu, vous la reculez un petit peu, et puis vous restez en contact avec cette sensation, en tout cas la manifestation du pouce, et l'image mentale. Et vous ouvrez les yeux. Vous lâchez la main. On va répéter. En fait, pour créer des changements dans les pensées,
il faut faire des répétitions. Les répétitions vont créer des automatismes. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai un monsieur qui m'a demandé si quelque chose qui changeait, on allait devoir à chaque fois faire des exercices pour le remettre en place. En fait, non, on va créer des changements qui font que l'esprit tout seul fait la répétition. On verra tout à l'heure avec la technique du poster. Donc, à nouveau, vous fermez les yeux, vous mettez votre pouce dans votre main, et au moment où vous commencez à ressentir une espèce d'apaisement tranquille, eh bien, vous visualisez votre image de ressource, votre image sélectionnée. Et vous jouez un petit peu avec l'écran. Et puis, vous pouvez même y trouver un peu de plaisir ou un peu de relaxation davantage, si c'est une image plaisante que vous avez choisie, je suppose. Eh bien, vous pouvez vivre aussi ce qu'elle génère chez vous. Toujours en tenant la main. Et puis, vous relâchez le pouce, vous relâchez la tête. L'image mentale, ça va? Vous vous frottez un peu les mains. Et puis on recommence. C'est rébarbatif d'avoir du plaisir, de la joie, de la paix, tout ça, c'est un peu gênant quand même. À force, on s'ennuie. Alors, eh bien, vous mettez votre pouce dans votre main, vous observez la sensation. Il est possible qu'elle surgisse un petit peu plus vite, cette sensation de tranquillité, de paix. Vous visualisez l'image, vous avez compris le système maintenant. Et puis vous rapprochez un peu l'écran de vos pensées. Et puis vous restez en lien avec cette image. Et votre esprit reste concentré sur l'image et puis sur la sensation que ça produit à l'intérieur du corps. Comme vous pouvez être apaisé et tranquille. Et puis vous relâchez la main, vous ouvrez les yeux. Un peu la table autour de vous. On fait ça pour créer une petite rupture entre deux sensations. Vous pouvez boire un coup si vous voulez, c'est moi qui vais boire un coup. Et puis, maintenant, je vous invite, mon but c'est de rendre les gens autonomes aussi, hein, donc je vous invite, pendant que je bois, eh bien, vous allez, par 2 fois, vous allez faire vous-même, tout seul, mettre le pouce dans la main, visualiser, ressentir, et après ouvrir les yeux. Faire une variation sensorielle, frottez vos pieds par terre ou bougez un peu, et puis après, vous faites l'exercice à nouveau. Ok. Tout le monde a fini? Encore une fois? Vous abusez du bonheur. Ok. Alors, donc ça c'est la technique que j'ai proposée, qu'on a fait ensemble avec la dame qui a obtenu un salaire de 3 000 € par mois et après des contrats à la suite. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que quand vous allez penser à quelque chose que vous désirez, eh bien, vous mettez votre pouce dans votre main. Dans un premier temps, vous visualisez votre image mentale. Et puis après, vous passez sur le souhait que vous avez au préalable défini. Est-ce que je me fais comprendre? Très jaune. Très jaune. On passe à l'image. Très jaune. Très jaune. On passe à l'image, on met le pouce. Alors, on passe à ce qu'on veut. Voilà, on pense à l'image, on ferme le pouce pour ressentir, pour prendre le temps de se sentir bien et apaisé. Et puis après, en gardant la main sur le pouce, on va commencer à
penser au truc que l'on veut. Et on ne va pas trop insister. On va le visualiser, mais il ne faut pas trop le visualiser longtemps parce que on pourrait, enfin, si on fait pas un petit travail, le travail qu'on va mettre en place à partir de maintenant, c'est la recherche des freins qui nous bloquent. Donc parfois, s'il y a quelque chose que je visualise, que j'ai envie, et puis qu'à l'intérieur de moi, ça se dit non, c'est trop, comme des histoires par exemple, de niveau de salaire, de ressentir des blocages. J'aurais beau faire ça, au fond, ça ne va pas être complètement effectif. On doit être bien nettoyé. C'est bon? Ok. Alors, maintenant, on va parler des formes pensées. On a vu les formes pensées en images, avec le jeu des pensées qu'on peut faire, et puis on a aussi des pensées auditives. C'est-à-dire, on peut se dire des trucs très méchants sur soi-même. Ou sur les autres. Ça arrive aussi. Et puis on a nos émotions. En fait, on a 4 façons de penser. On a visuellement, on a auditivement, c'est-à-dire quand on se parle ou quand on a des souvenirs de quelque chose ou de quelqu'un qui nous a dit, si on nous a répété toute notre jeunesse qu'on était feignant, bah, ça c'est rentré à un moment donné. Et puis on a nos émotions, qui se passe plutôt ici, donc c'est la relation entre aussi les pensées et le corps. Et puis on a aussi une façon de penser qui est celle de la sensation du corps avec l'extérieur. Le contact avec le chaud, le froid, c'est aussi une référence c'est une forme pensée. Nos pensées, ce sont ce qu'on appelle des croyances, c'est-à-dire des formes de certitude. Je crois à quelque chose. Et bien sûr, quand on est en séance et qu'on dit à quelqu'un que c'est une croyance, il dit non, c'est vrai. Parce qu'une croyance, ça a l'air quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. Mais comme on travaille sur la réalité imaginaire, tout est croyance. Et comme le monde répond à mes pensées, eh bien, j'ai le résultat de ce que je crois. Donc, je vois ce que je crois. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Il y a un monsieur qui s'appelle Frank Lobvet, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait des vidéos sur YouTube, des conférences et des choses comme ça. Et il a une présentation que je trouve très intéressante, parce que souvent, dans la loi d'attraction, on vient essayer de penser qu'on va pouvoir manipuler les autres. Si je change ma pensée, je vais pouvoir manipuler les autres. Ou alors faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux de moi. Comment ça c'est possible? Et bien là, ça coince un peu en fait. Ça coince un peu. Et son explication est très intéressante parce que lui, il dit, on est un peu comme si chacun de nous était une bulle de savon. Cette bulle de savon, elle est à la fois un peu comme les autres, mais en même temps complètement unique. Chaque bulle de savon est unique. Et quand on va rencontrer quelqu'un, les deux bulles de savon, la bulle de savon de l'autre et la mienne, vont se mettre face à face, et quand ça va se toucher, il va y avoir une espèce d'écran un peu plat entre les deux bulles. Vous avez déjà vu ça? Et en fait, on va voir l'autre à travers le prisme de nos ressemblances. Et on va aussi voir l'autre à travers nos propres défauts. En fait, l'autre va devenir le miroir parce qu'on va l'observer qu'à partir de ce que l'on connaît de nous. Et on ne peut pas manipuler les autres parce que les autres, en quelque sorte, sont déjà manipulés parce qu'ils sont déjà le reflet de nos pensées. Donc si on veut obtenir quelque chose, il faut changer la façon dont on pense, la façon dont on réagit, de telle manière à être beaucoup plus épuré. Et quand on est épuré, eh bien, on va rencontrer des gens qui sont comme nous. Et on verra ça chez les autres. En fait, plus on va se nettoyer, plus on va changer de niveau vibratoire, et plus on va voyager dans un niveau vibratoire qui va être plus à l'aise, plus fluide, plus simple. Vous me suivez ? Ok. Donc comme tout est vibratoire, en fait, à une époque, moi quand j'étais plein de tracas et
difficulté avec moi-même, eh bien, je croyais que moi, je faisais du dessin à une époque, et puis je cherchais des magasins pour présenter mes croquis, j'allais dans les magasins de sport pour présenter des logos, des choses comme ça, et j'avais exactement la même pensée que la dame dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire je disais, on va me piquer mes dessins, on va me piquer mes idées, les gens sont des voleurs, et ainsi de suite, et en fait, ben, j'ai rencontré que ça, et maintenant que je vais plus, eh bien, je ne rencontre plus que des gens formidables, c'est pour ça que vous êtes là. Mais c'est comme ça. En fait, tout va bien. Alors, on va parler de ce que nous sommes, justement. Je vais faire un petit schéma. J'espère que vous verrez. Et je vais vous poser des questions un peu simplistes. En fait, la structure de ce que nous sommes, c'est ce que je suis. Ce que je suis. Alors, ce que je suis, c'est comme ça. Tiens, ça rejoint la bulle de savon. Ce que je suis. Alors, je vais vous poser des questions un peu simplistes, un peu idiotes, un peu fermées. Est-ce que vous préférez le conflit ou la paix? La paix. La paix? Je le marque. Attention, il faut être sûr, hein, parce qu'après, il y a interrogation à la fin. Donc, la paix. Ensuite, est-ce que vous préférez l'amour ou la haine? L'amour. Je vous avais dit que c'était facile pour répondre, vous aurez tous bien sûr. L'amour. Ensuite, on l'a fait un peu tout à l'heure, mais est-ce que vous préférez la tristesse ou vous préférez la joie? La peine, la tristesse, Vous préférez marcher comme ça, évidemment. Donc la joie. Et puis, quand vous vivez des sentiments d'amour, de paix, de joie, alors séparément ou tout ensemble, est-ce que vous préférez vivre ça tout seul dans votre coin en disant « Ah, ça y est, j'ai sauvé ça du groupe, c'est à moi » ou est-ce que vous préférez être avec des copains, des amis, de la famille? Alors, bien sûr, si vous avez une famille un peu compliquée, vous préférez être avec des copains. Mais en tout cas, est-ce que vous préférez vivre ça tout seul dans votre coin ou est-ce que vous préférez partager? Partager. Donc ça vous va si on dit ça, c'est ce que nous sommes, au fond, finalement. On a envie de vivre, d'être en paix avec les autres, on a envie de plutôt partager de l'amour, et puis de la joie, et puis, voilà. Ça, c'est ce que j'aimerais bien qu'il se passe. Mais ça ne se passe pas comme ça. On est d'accord? Alors, voilà un autre étage de ce que je suis. Ici, il y a ce que je pense. Il n'y a pas d'essai de moi. Ce que je pense de moi. Et ici, je vais avoir des critiques et des jugements, entre autres. C'est la deuxième couche. Je vous ai préparé, j'ai recopié un petit morceau de la liste de ce que je pensais de moi. Vous êtes prêts? Moi, je vous assure, ce n'est pas la personne que vous avez devant vous. Hein. Donc, avant de commencer à faire du travail sur moi, j'avais tout ça. Alors, on a parlé de pensée visuelle, et puis là, en fait, c'est plutôt des pensées auditives. Ça, c'était les miennes. Alors, si vous en croisez qui vous ressemblent, je vous invite à les noter parce qu'on va faire un petit travail sur les pensées auditives. Tout à l'heure, on va continuer de faire un travail sur les pensées visuelles pour chasser les freins, et puis là, on va travailler sur les pensées auditives. Donc moi, je pensais de moi. Je suis petit, insignifiant. Je dois être le meilleur, sinon rien. Tout n'est pas possible. Je ne veux pas changer. C'est raté. Je ne mérite pas d'être aimé. Je doute facilement de moi. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Je me focalise sur le manque.
Je ne suis pas à ma place. Je ne mérite pas de vivre. Je ne suis pas assez fort. Je n'ai pas le droit de pleurer. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas l'enfant attendu. Je ne peux pas sauver tout le monde. Je suis quelqu'un de détestable. Vous avez remarqué. Je suis nul, moins que rien. Je suis responsable du bonheur des autres. Il faut toujours s'écraser devant les autres. Je ne ressemble à rien. Je ne suis pas assez bien. Je suis fainéant. Je ne mérite rien. Je suis ridicule. Je suis égoïste et prétentieux. Je ne veux pas déranger et je dois souffrir. C'est marrant parce qu'on peut faire cohabiter « je ne veux pas déranger », donc quelque chose où on va faire un peu attention aux autres, avec « je suis égoïste et prétentieux ». Et tout ça, ça va bien dans la tête. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit « tiens, mais ça va ensemble ». Ben non, ça fonctionne ensemble. Alors ça crée des formes de soucis. Donc si vous en avez, notez-les. Je ne vous les demanderai pas tout à l'heure. Pardon, je ne vous les demanderai pas. Mais on fera un exercice que j'ai inventé et qui permet de dégager des choses. Ok, donc là, il y a ce que je pense de moi, les critiques. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait avec mon stylo? Et là. Il est? J'en ai un deuxième. Ici, j'ai ce que je montre de moi. Ici, c'est l'ego ici. Ce que je montre de moi. En fait, ce que je montre de moi peut être assez compliqué, justement avec les exemples de tout à l'heure, où on peut avoir une partie de nous qui va être assez fière de nous, qui se défend contre ses propres critiques, qui sait que on est... en fait, il y a une partie de nous qui sait qu'on est plutôt comme ça, amour, paix, joie, et puis mon éducation fait que je suis formaté à ce que je pense de moi. Ce que je pense de moi est un filtre en relation avec ce que je montre de moi. Ce que je pense de moi crée l'idée que la paix, l'amour, la joie et le partage, c'est dangereux. Mon éducation m'éduque dans la peur, me dit qu'il ne faut pas trop partager. J'allais à l'école, ma mère elle disait, elle me donnait des bonbons ou des gâteaux, elle fait tu donnes pas tout, hein. Tu t'en gardes pour toi. Ok. Tu réponds pas au professeur. Donc j'ai été pris comme ça. Merci maman. Et puis donc c'est comme une faiblesse, la paix. Si vous voulez la paix, et puis quelqu'un vous ennuie, puis que vous voulez pas vous battre, bah on va vous dire que vous êtes un lâche. Je me dis il faut mettre des bouteilles, vas-y, rentre dedans, te laisse pas faire. Mais ça, c'est notre nature ici. On a plutôt envie d'être en amour avec les gens plutôt que d'être dans la haine, parce que la haine, qu'est-ce que ça fait dans le corps, la haine? Quand on est haineux, on se sent en force. Hein. Parfois, on confond la puissance et la colère. On se sent dans une énergie destructrice, mais en fait, ça brûle ici. Donc, ce que je montre de moi, c'est une espèce d'ensemble de un petit peu de ça qui est considéré comme quelque chose qui me rend fragile. Et mes critiques, les critiques que j'ai sur moi sont censées me faire avancer et en fait en me mettant des coups de pied au cul et en me disant vas-y t'es nul. Mais un vas-y t'es nul, c'est pas quelque chose qui me dit que tu vas y arriver. Donc on va travailler je vais vous donner des pistes pour que vous puissiez évacuer des pensées. Ça va? C'était bien? Tant mieux. Alors, donc, moi j'appelle ça le juge intérieur. Ici. Les psys vont appeler ça le surmoi, c'est notre esprit critique qui est toujours un peu au-dessus de notre épaule et puis qui vient nous dire qu'on n'est pas assez et qu'on ne fait pas assez bien. Ok, alors, là-dedans on a la morale aussi. Bon. On a la morale, parce que parfois on peut être très à cheval sur la morale. Vous avez déjà vu, c'est un petit dessin qui circule sur l'équité et l'égalité et l'équité. Où on voit des enfants qui sont sur une caisse avec une palissade, ils ont tous une taille différente, et puis en fait l'égalité c'est une caisse chacun, mais le dernier il voit rien, enfin les deux derniers ils voient rien, et l'équité c'est la caisse correspondante. Donc en fait nos valeurs aussi elles vont être là-dedans, et elles vont aussi parfois être très paralysantes, parce qu'on a besoin de les hiérarchiser pour savoir que dans quelle situation, eh bien, je vais plutôt répondre comme ça, et dans une autre situation, je vais pouvoir m'adapter et répondre autrement, et être en paix avec moi-même.
Alors, vous connaissez peut-être l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, elle a mis à jour quelque chose qu'on appelle les drivers. Les drivers, j'écris les drivers. Les drivers, ce sont des commandements inconscients qui, là, on est en train de parler des freins. D'accord ? On commence à aborder le domaine des freins. Pour les mettre à jour, parce que si je ne les mets pas à jour, je vais continuer d'essayer d'utiliser la loi d'attraction et puis je vais me sentir saboté par quelque chose. Ça ne marche pas. Donc les freins, il y a les drivers, c'est notre éducation il y en a un qui nous dit sois parfait. Celui-là, il est merveilleux parce que il part du principe que il veut m'aider en fait, sois parfait. Donc ça veut dire progresse, évolue, avance, mais il pose une certitude de départ, c'est que je ne suis pas parfait au départ. Donc comme je ne suis pas parfait au départ, c'est compliqué. Et ensuite, il faut que je sois parfait. Pourquoi ? Si je veux être aimé. Parce que en fait, l'amour, c'est la principale des choses. Donc si je veux être aimé, il faut que je sois parfait, en considérant que je ne suis pas parfait. Donc je vais avoir du mal à m'aimer. Ensuite, on a sois fort. C'est celui qui nous dit qu'il ne faut pas pleurer. C'est celui qui nous dit qu'il faut aller dans la lutte, le conflit, qu'il faut résister, qu'il ne faut pas se laisser aller. Alors bien sûr, à chaque fois, dans chaque driver, il y a un effet, un peu booster. Il y a quelque chose qui nous emmène vers l'avant, qui veut nous dire, l'éducation nous dit qu'on va évoluer comme ça. Mais en attendant, parfois c'est très compliqué. Ensuite, on a fait plaisir. Fait plaisir, il est sympa parce qu'il est en train de nous dire que les autres sont plus importants que nous et que si on veut être aimé, il faut qu'on se plie au désir des autres. Donc, on fait plaisir, on est gentil et on ne va pas dire non. Donc, des choses qui peuvent... on va s'abandonner à une instance supérieure. Ensuite, on a fait des efforts. Fait des efforts, il est sympa, parce qu'il nous dit que la vie c'est dur, que c'est compliqué, qu'on ne peut pas tout avoir. Donc on est tout à fait à l'inverse du principe de l'attraction. Est-ce que vous connaissez Deepak Chopra ? Deepak Chopra, c'est un médecin américain d'origine indienne d'Inde. Et lui, pour la loi d'attraction, il appelle ça la loi du moindre effort. Donc là, dans notre éducation, on passe à côté de ce système. Ensuite, on a le fameux « dépêche-toi ». Qui a le dépêche-toi? Qui connaît le dépêche-toi? Qui répond au dépêche-toi? Un été, j'étais en train de préparer des fiches un petit peu comme ça pour mes formations. Et puis au bout de 3 jours, j'étais stressé. Alors, la différence avec avant, c'est qu'avant, j'étais stressé. Quand j'allais bien, je me disais, oh, qu'est-ce qui se passe? Il va m'arriver un truc, c'est bizarre. Et là, maintenant, je suis dans un état où je ne suis pas stressé. Et quand je suis stressé, je le sens tout de suite. Tiens, c'est bizarre, il y a un truc qui est stressé. Au bout de 3 jours, j'étais en train de préparer mes fiches et que j'allais un petit peu en exploration, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et donc je pataugeais un peu. Au bout de 3 jours, je me suis senti tendu. J'étais en vacances. J'avais 30 jours de vacances et puis j'étais tendu. En fait, je projetais mon résultat de 3 jours à dans un mois. Et donc, j'ai travaillé là-dessus pour dégager le dépêche-toi. Et tout de suite, après, j'ai été bien comme il faut et j'ai bien travaillé pendant les vacances. Parce que c'est pas parce que je retire le dépêche-toi que je ne vais pas continuer de travailler. C'est pas d'un seul coup, j'ai dégonflé quelque chose. Souvent, on croit que nos formes d'éducation et nos contrariétés nous portent et nous boostent, alors qu'en fait, elles nous fatiguent, ça nous pompe énormément d'énergie. C'est comme pour le fait plaisir. Donc faire plaisir, c'est être attentif aux autres. Mais je peux très bien ne pas faire plaisir et être attentif aux autres. Moi, j'ai intérêt dans mon métier à accompagner les gens, mais à pas rentrer dans l'empathie. Je ne peux pas souffrir avec les gens. Si je rentre dans cette idée-là, si je souffre avec eux, je fais partie du problème et je ne peux plus les aider. Donc,
Il faut que je vois les choses d'une façon un peu cartésienne, finalement. Pour un hypnotiseur, c'est pas mal. Ensuite, on en a un qui appartient en fait à l'ennéagramme, plus qu'à l'analyse transactionnelle, qui est le débrouille-toi tout seul. Celui-là, il est sympa. Moi, j'entends encore, d'ailleurs, peut-être que je l'enlève, j'entends encore mes parents me dire « Oh, débrouille-toi tout seul, débrouille-toi tout seul, débrouille-toi tout seul ». Ce qui fait que, vous savez, on se moque souvent en disant que c'est Florence Foresti qui dit que les hommes ne savent pas demander, je crois, leur route. Enfin, maintenant, on a tous des GPS, bien sûr, mais il disait toujours à la femme « Allez, demande-toi à la personne ». Donc, débrouille-toi tout seul, c'est bien ancré à l'intérieur de nous. Tout ça, c'est des injonctions qui traversent notre esprit et qui nous mettent en lien avec des formes de difficultés et qui vont ralentir automatiquement les effets assez naturels de la loi de l'attraction. Un autre exemple, c'est une fois, donc, je fais quelques fautes d'orthographe. Et une fois, je fais une fiche pour une formation, et puis je suis en train d'expliquer un principe que je trouvais intéressant, bien sûr, que je voulais partager. Et puis, il y a une dame qui était bloquée. Elle était bloquée. Elle était restée sur un truc. Alors, je reviens là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, mais elle me dit, mais là, c'est pas un E, c'est un A. Et donc, je suis en train de donner un message qui était intéressant, qui permettait de faire bouger quelque chose. Et la dame était bloquée sur son A ou sur son E. Voilà, ça fait partie de ces principes-là. On est formaté pour plein de choses. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut écrire comme font les jeunes en texto. Le truc, c'est très très difficile à lire pour moi. Hein. Mais parfois, on peut écouter ou voir quelqu'un et puis passer au-delà de son apparence. Je dis ça parce que si vous n'aimez pas les chauves. Oui. Ensuite, on va parler des pensées de pauvreté. Ah non, on va encore parler de nos croyances, nos formes de croyances. Il y a 4 niveaux de croyances. Il y a un niveau de croyance qui est, comme ça, personnel. C'est plus dur à écrire à cet étage. Je vais faire comme des cloches un petit peu, des cloches qu'on a au restaurant pour couvrir la nourriture. On a des croyances personnelles. Elles sont empreintes de ça, et puis de nos réussites, de nos expériences de vie, nos échecs, des choses qu'on sait bien faire. On peut avoir un frère qui a été élevé de la même façon que nous, et puis il peut être doué dans une certaine discipline, et puis nous, pas du tout. Il peut être fort en maths ou en français ou autrement, en vélo, par exemple. Et puis moi, je peux avoir eu la même éducation et puis pas avoir les mêmes qualités, pas avoir les mêmes compétences dans certains domaines. Ici, c'est tout ce que je vais croire sur moi. Seulement, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que moi, au départ, quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai beaucoup éliminé énormément de choses pour être bien, quoi, pour être parfait. Je l'étais déjà, c'est après que je m'en suis rendu compte. Ma femme pourra témoigner. Parce qu'elle est parfaite. Donc, ici, on a une certaine mobilité en fonction des choses qu'on peut changer sur soi. Et parfois, on est dépendant d'un niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est les croyances familiales. Je vous donne encore un exemple personnel. Quand j'ai eu 44 ans, je me sentais faible, j'ai l'impression que j'étais vieux, alors que je pratiquais de la savate boxe française et que j'allais au cours, je faisais du tai chi, du yoga, du stretching, j'arrivais à faire je le dis avec le micro, j'arrivais à faire le grand écart, j'y arrive plus, j'ai arrêté. Et donc j'étais plus souple que quand j'avais 20 ans en fait. Et pourtant, quand je sortais dans la rue, dans la salle d'entraînement, donc à l'entraînement tout se passait bien, et dès que je sortais dans la rue, j'avais l'impression d'être un petit vieux. Je ne comprenais pas. Et donc, je cherchais et je faisais de l'autosuggestion, je faisais plein de choses à ce niveau-là.
en visualisant des trucs sympas, et ça faisait de l'effet, c'était un petit peu mieux, mais ça bougeait pas. Et en fait, je me suis interrogé à savoir qu'est-ce qui se passait. Et je me suis rendu compte que mon père et mon oncle, à l'âge que je croyais d'être le mien, avaient vécu des souffrances physiques. Mon père avait eu un triple pontage, mon oncle il avait eu des problèmes de santé, et je crois que c'était cet âge-là. Et comme moi je suis un pérard et que je ressemble au pérard, eh bien il y a quelque chose en moi qui traversait de là à là et qui venait m'enquiquiner, qui venait me polluer. Et puis un jour j'ai observé que quand je me levais de mon canapé, je me levais et puis je me levais et je marchais comme ça. Comme un petit vieux, il fallait 3 mètres pour commencer à me redresser. Et j'ai vu une image mentale, je cherchais dans ma tête, et je vois l'image mentale de mon père, qui lui avait 30 ans de plus que moi, donc, et qui se levait de son fauteuil et qui marchait comme ça. Et quand j'ai travaillé sur cette image, que je l'ai retirée, eh bien je ne me suis plus jamais levé depuis, donc ça fait 8 ans, je ne me suis plus jamais levé comme ça de mon canapé. Maintenant, à chaque fois que je me lève et je suis droit. Donc, c'est pour vous dire que toute l'influence de nos pensées agit à la fois sur notre corps et puis sur l'extérieur aussi. Ok, donc on a nos croyances familiales qui viennent nous polluer, qui viennent nous dire on peut faire ci, on peut faire ça, ou dans la famille, par exemple, si on est des ouvriers, eh bien, on a de grandes chances de rester des ouvriers. Vous savez, vous connaissez tous ces principes-là. Donc, il y a des choses à changer ici. Une fois, j'ai un monsieur qui est venu et on avait travaillé sur la pauvreté, justement, parce qu'il me dit, moi je suis fils d'immigrés italiens, et mon père était pauvre, et mon grand-père, même en Italie, et mon grand-père était très pauvre. Donc toute la famille était très pauvre. Et lui, il galérait pour gagner sa vie. Ensuite, on a des pensées qu'on va appeler collectives. Les pensées collectives, c'est un peu ce qu'en PNL, on appelle ça les origines perdues. C'est des choses comme les proverbes. C'est des choses, il paraît que, on dit que. Après, évidemment, il y en a qu'on vérifie. Mais c'est la crise. Non, mais la crise, c'est peut-être une idée. Hein, c'est ceci, c'est cela, ou dans la région, il n'y a pas de boulot, ou alors les Français sont râleurs, ou les femmes sont ceci, les hommes sont comme ci ou cela. Tout ça, ça vient influencer ma famille, si ma famille est sujette à certaines de ces croyances. Et puis après, ça m'influence moi personnellement. Si j'ai eu des parents qui étaient très superstitieux, par exemple, eh bien, je peux être inquiet. Une fois, j'ai une dame qui... donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un chien, et puis donc je mettais le chien de côté parce qu'elle avait peur des chiens. Et elle venait pas travailler pour ça. Et donc, un jour, en sortant, je lui dis, mais vous êtes déjà fait mordre par un chien? Et puis elle me dit, ah non, jamais. Je dis, ah bon? Elle me dit, je crois que c'est ma mère. Puis après, elle réfléchit, puis elle dit, ah non, c'est ma grand-mère. Donc sa grand-mère s'est fait mordre par un chien qui a transmis la peur à sa mère, et elle lui transmet. C'est vachement sympa, la peur. Hein, on peut l'offrir à tout le monde. C'est cool. Ensuite, on a le dernier niveau de croyance qui est le niveau de croyance spirituelle. Ce niveau, il est très intéressant. Quand on fait de la PNL, il y a la pyramide des niveaux logiques et le niveau spirituel est le niveau le plus élevé. Les croyances spirituelles, même si on ne croit en rien, eh bien, malgré tout, on est influencé par ça. C'est-à-dire que, qui connaît l'histoire de Adam et Ève? Ouais, Adam et Ève. On est bien d'accord que on en est là à cause de Ève, hein. On est bien d'accord. Bon. Sinon, c'était ma petite vengeance. En fait, Adam et Ève, quoi qu'ait fait Ève, moi je la pardonne parce que j'aime bien les femmes. Enfin, c'est Adam qui était un bourrin. C'est Adam qui était un bourrin, ouais. Bon, de toute façon, on pourrait discuter là-dessus. En tout cas, il y a une histoire de Adam et Ève qui peut être symbolique ou réelle, j'en sais rien, j'étais pas là au début. En tout cas, ils ont été chassés du paradis, on sait tous. Ce qui veut dire que nous, ici, nous sommes pas au paradis. On est d'accord? C'est-à-dire que dans notre éducation judéo-chrétienne, on sait déjà que la vie va être dure, les femmes enfanteront de la douleur, il va falloir se lever tôt pour gagner son pain, il faut souffrir pour être belle.
désolé pour vous, mesdames, il y en a pas mal. Mais pour les hommes aussi. Hein, les hommes doivent subvenir, c'est plutôt collectif, ça peut-être à la famille. Donc, maintenant ça change. Donc voilà, on est de toute façon influencé par plein de niveaux et ça se transperce. Même si on ne croit à rien, eh bien, on est de toute façon influencé. Est-ce que vous connaissez cette histoire du paradis indien? Paradis indien des Indiens d'Inde. Il y a une histoire comme ça, pour revenir sur les principes de la loi d'attraction, où ça ne fait pas la différence entre le bien et le mal, justement. Eh bien, le paradis indien, c'est un paradis où il y a des arbres. Et en fait, les gens arrivent et puis ils sont sous les arbres et dès qu'ils font un vœu, eh bien, la situation se produit. Et donc, il y a un monsieur qui meurt et qui ne sait pas qu'il est mort, et quand il se réveille sous un arbre. Et quand il se réveille sous son arbre, il s'étire un peu et puis il dit « Oh là là, j'ai bien un peu faim ». Et puis là, il y a des plats, il y a des mets délicats qui s'affichent devant lui, et puis comme il a faim, il ne se pose pas de questions, il mange. Puis il dit « Ah bah maintenant, j'ai soif un peu aussi ». Et puis là, il y a des breuvages, des vins ou des jus de fruits, de l'eau qui apparaissent. Et c'est super, donc pareil, il a soif, et puis au bout de 10 minutes, il est en train de voir ce qui se passe et d'être un petit peu rassasié, il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est bizarre. Qui me joue un tour? Il y a sûrement des fantômes. » Et les fantômes apparaissent. Dès qu'il voit les fantômes, il fait « Oh là là, mais ils vont me tuer !» Et il le tue. Donc, pas de bol. Il recommence. Il se réveille sous un autre arbre. Ok. Ça, c'est la réalité de ce qu'on vit ici. C'est un autre principe. On n'est pas chassé du paradis, mais au moins on a la réalité de ce que l'on pense. Ok. Maintenant, je vais vous parler. Alors, tout ça là. Ça se nettoie à partir, on peut faire un travail là-dessus pour éliminer ça et pour être beaucoup plus en paix avec soi-même, pour arriver à une espèce d'état de sagesse. Et surtout si on travaille sur les 5 blessures. Est-ce que vous connaissez les 5 blessures? Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est un livre, c'est un petit bouquin qui a été écrit par Lise Bourbeau, qui est une thérapeute canadienne, et qui parle du sentiment de rejet, du sentiment d'abandon, du sentiment d'humiliation, du sentiment de trahison et du sentiment d'injustice. Ces sentiments on rencontre ces blessures, on les forme avant l'âge de 6 ans en relation avec nos parents. Et ça va nous donner des directions pour nos relations avec le masculin et le féminin et l'autorité. Ça va faire aussi, ça joue sur 3 sentiments qui sont la colère, la culpabilité et puis le sentiment d'impuissance. Je voulais regarder sur les livres audio. Alors, C'est bon. Vous pouvez le trouver en livre audio. Vous pouvez trouver en livre audio. Alors, si jamais vous êtes intéressé pour faire un bon nettoyage, vous lisez ce livre. C'est un petit livre de poche, il n'est pas très long. C'est écrit très simplement. Et puis vous notez tout ce que ça vous rappelle. Tous les souvenirs que ça vous rappelle. Alors vous ne les écrivez pas comme un roman, mais vous faites juste comme... vous avez vu? Moi je fais... Ben non, vous n'avez pas vu. Je vous ai dit tout à l'heure, faites un petit carré, vous notez un titre. Vous faites un petit carré, vous mettez le titre. Vous savez très bien, vos souvenirs, vous vous en souvenez. En général, dans nos souvenirs, qu'est-ce qu'on a? On a soit des images flash, soit on a des petites séquences de films. Et on se dit souvent, je ne me souviens pas de mon enfance. En fait, on ne se souvient pas de l'enfance heureuse. C'est-à-dire que tous les moments qui ont été plutôt sympas, eh bien, ils se sont un peu effacés. Alors, à quelques exceptions, il y a des gens qui ont été très, très, très heureux dans leur enfance, on fait plein de choses, tant mieux. En tout cas pour les autres. Donc, alors je fais comme ça, hein, mais je vous ai dit plein de pensées, elles sont complètement nettoyées, donc je ne pense plus du tout ça de moi. Et en plus, j'ai pas eu une enfance malheureuse. Mais avec une enfance normale, j'ai réussi à être très malheureux, en fait. Mes blessures étaient très intenses. Et donc, la blessure du rejet, elle va déclencher un comportement qui va être celui de l'isolement. La blessure de l'abandon va déclencher un comportement de dépendance affective.
L'humiliation, ça va déclencher un comportement de masochisme, c'est-à-dire de se mettre souvent dans des situations où on va être très mal à l'aise et on va le faire soi-même, c'est-à-dire qu'on va prendre trop de travail à sa charge, on va être débordé, on va toujours vouloir aider les autres. En fait, on va se faire souffrir beaucoup. La trahison, elle est en lien avec le sexe opposé et elle amène un sentiment une volonté de contrôle. Donc si vous êtes très contrôlant, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et puis le sentiment d'injustice, c'est en rapport plutôt avec des moments où on s'est senti lésé. Voilà. Ok, maintenant je vais vous parler des pensées de pauvreté. Les pensées de pauvreté, c'est des pensées de limitation. C'est des pensées comme par exemple de se sentir victime. Je veux quelque chose et la loi d'attraction, elle démarre de là où je suis. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre surtout. Si vous avez un truc à retenir, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comment je suis, comment je me place. C'est-à-dire, comment c'est dans mon corps, comment c'est dans mon esprit par rapport à ce que je veux. Si je suis en difficulté, que je me sens victime, en fait. On peut être ou victime ou créateur. Si je prends la loi d'attraction et que je dis que je crée tout ce que je veux, je suis responsable de ma vie, je suis créateur de ma vie. Super. Donc, je peux le prendre en tant que créateur. Mais je peux aussi prendre l'idée en tant que victime. C'est-à-dire que je vais dire, ah ouais, alors je suis créateur, mais ça ne se passe pas comme je veux. Et puis, je vais continuer de m'apitoyer sur mes pauvres créations. Sauf que même mes pauvres créations sont quand même le résultat de mes créations. C'est-à-dire, c'est le résultat de mon pouvoir qui continue de créer du négatif, mais c'est quand même le résultat de mon pouvoir. C'est intéressant de faire le switch comme ça dans ce sens en disant même si c'est pas ce que je veux, c'est exactement ce que j'ai demandé. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. Donc je récupère mon pouvoir en disant bon, j'accepte ce qui se passe parce que c'est moi qui l'ai créé. Et maintenant je veux créer autre chose. Alors que si je m'apitoie, je reste dans un état de victime. Je me fais comprendre ? Super. Ensuite, il y a l'impatience, c'est-à-dire que on dit ouais, l'attraction, tiens, je veux que ça soit à ce moment-là. Enfin, souvent, si on l'utilise comme un catalogue, on dit ah ça maintenant tout de suite, il faut que ce soit pour là. Et puis, si je suis dans l'impatience, je suis en train de générer la vibration de l'impatience. Donc la vibration de l'impatience va partir en écho dans l'univers et va revenir en disant bah tiens, attends encore un peu, puisque tu voulais attendre. Après, en lien avec la position de victime, il y a celui de la focalisation sur le manque. Je veux quelque chose, et puis je suis tout le temps en train de me plaindre que c'est pas là. Ah ouais, mais ça n'arrive pas. Ah mais c'est pas là. Ah, ça n'arrive pas. Et donc je génère les sentiments qui vont pas. Ensuite, il y a vouloir, je vous l'ai dit tout à l'heure, contrôler le chemin. C'est-à-dire, je veux quelque chose, et moi, j'ai bien réfléchi qu'il faudrait que ça se passe comme ça, et le mieux, ce serait que c'est ça, et puis que ça arrive là où je veux. Ben, quand je fais ça, je bloque des possibilités auxquelles je n'ai pas pu réfléchir, qui sont dans un espace différent. La loi d'attraction, c'est aussi le fait qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire ça part d'un principe qu'on est une conscience qui s'est partagée entre nous tous, qu'on partage cette conscience, une conscience haute, et que finalement, on est tous reliés. Et donc, avant, j'utilisais moi je roule en scooter, et j'utilisais une technique de protection, on va dire, où je travaillais avec je travaillais. Tout est illusoire, on croit pas. Hein. En tout cas, moi, j'envoyais un grand rayon bleu, un couloir bleu de protection sur mon chemin. Il m'arrivait rien. Super. Maintenant, je fais autrement. Maintenant, je considère que nous sommes tous reliés. Et donc, je fais confiance à cette source, ou à la loi d'attraction, ou à l'univers, comme vous voulez. Je fais confiance à cette source avec l'idée que les gens me verront. Parce que, en fait, je fais confiance à ce lien qu'il y a là, et que la source, de toute façon, leur signifiera mon passage, et je suis dans la même vibration de sécurité. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Je vous parle je vous ai dit, je vous parle des choses que je fais moi, et après vous prenez ce qui vous intéresse. Une fois, j'ai montré le film Le Secret à un copain, et en fait, il n'a fait que valider ce qu'il connaissait déjà.
C'est-à-dire, ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais si on parlait de la santé, ou si on parlait d'autre chose, non, ah, ça c'est vrai. Mais donc, en fait, il reste, vous savez, on dit la zone de confort. Il reste dans sa zone de confort, il dit oui, ça c'est vrai, parce qu'il a déjà validé. Mais ce qui va au-delà, il dit non, ça n'existe pas. Ok, en fait, tant que je dis que ça n'existe pas, comme je crois, enfin, je vois ce que je crois, ça n'existe pas, donc ça n'existe pas pour moi. Une fois, j'ai eu une dame qui venait parce qu'elle avait vécu des expériences dans une maison hantée. Moi, je ne me pose pas la question de savoir si c'est vrai pour moi ou pas. Les gens viennent, ils ont un problème. Ils ont un problème, on a travaillé dessus. En tout cas, et on a éliminé le souvenir traumatisant que ça avait créé. Mais elle me racontait que son mari, qui n'y croyait pas, elle avait son fils, et elle, il voyait des apparitions, il voyait des choses, et son mari qui était là, dans la même pièce, il voyait rien. Mais lui, il ne voulait pas y croire. Tout ce qu'il ressentait, c'était un petit peu de frais. Il se disait, oh, il y a un coup de vent, il y a un courant d'air, c'est tout ce qu'il disait. Mais eux, ils captaient des présences et des choses comme ça. Donc, rassurez-vous, donc si vous ne voulez pas avoir de fantômes ou de présence, il suffit de ne pas y croire. C'est tout. Vous dites, non, c'est pas vrai. Ça marche aussi. Ensuite, dans l'idée de contrôler le chemin, il y a aussi attendre quelque chose de quelqu'un. Quand j'attends quelque chose de quelqu'un, c'est une pensée de pauvreté. C'est-à-dire que je me positionne à nouveau en victime en disant c'est lui qui pourra me sauver, ou c'est lui qui pourra faire ça, ou c'est lui qui... Et donc je remets mon pouvoir créatif, enfin créateur, dans ses mains et j'abandonne la responsabilité de ce que je veux ou de ce que je fais. J'attends un résultat qui ne m'appartient pas. À partir de là, je suis en position de victime. Donc ça ne fonctionne pas. Ensuite, il y a l'alignement. L'alignement, c'est... Parfois, on poursuit les rêves ou les idées des autres. Une fois, à l'époque où j'allais pas bien, j'ai un copain, par son enthousiasme, il m'a convaincu qu'une moto était formidable. Au départ, je n'aimais pas trop cette moto. Et puis, il était tellement enthousiaste que je me suis laissé embarquer par son énergie. Et puis, j'ai acheté cette moto. Puis quand je suis monté dessus, elle m'a pas plu, en fait. Alors heureusement, la loi d'attraction est intervenue, j'ai eu un accident. Et j'ai pu changer de moto. Mais sans rigoler, une fois ça m'est arrivé comme ça. Je vois une petite annonce pour une moto que j'ai toujours voulu avoir. Et puis j'ai un scooter à l'époque, un scooter neuf. Et puis je me dis, oh là là, j'aimerais bien cette moto, c'est à peu près la valeur de mon scooter. Puis je me dis, ouais, enfin j'avais la croyance que je n'étais pas capable de vendre la moto. D'accord ? Mais j'ai la croyance, je me dis, tiens, il faudrait que j'ai un accident. Quelques semaines après, il y a un gars qui me coupe la route comme ça, je le prends en travers, je passe au-dessus du capot, je tombe. Mon scooter fichu, ils m'ont redonné, comme c'était une moto d'occasion, ils m'ont redonné l'argent, j'ai racheté la moto. Direct. Donc, vous voyez, ça marche la loi d'attraction. Hein. Heureusement, l'accident n'était pas trop grave non plus. Après, j'ai eu un scooter d'ailleurs de 5 000 € que j'ai eu sans le payer aussi. L'argent est quand même arrivé, hein. Je vous dis, le truc c'est la magie, mais je vous donne le résultat, mais il s'est passé des choses pour qu'il arrive. Et en attendant, j'ai pas sorti dessous de ma poche au final. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Il y a des choses qu'on croit possibles ou impossibles, hein. Donc ça, encore une fois, c'est ma croyance qui fait que je veux générer quelque chose, je crois que c'est pas possible. Donc si j'émets un souhait et qu'à l'intérieur de moi je me dis que c'est pas possible, ou alors si je le fais un peu comme quand on est cartésien, on dit tiens, je vais demander ça pour voir, ça marche pas. Parce que qu'est-ce que je vois ? Je ne crois pas, donc je vois, le résultat c'est ce que je ne crois pas. Alors évidemment, tout ça comment dire, on peut imaginer que c'est dur à changer, mais on va commencer à travailler après là sur les croyances et sur comment changer mon mental. Un exercice qu'on va faire très très bientôt, c'est un exercice, c'est la technique du poster, c'est retirer une image mentale de mon esprit. Pour vous donner un résultat, alors, qui est une interprétation, on est bien d'accord ? Mon plus jeune fils me dit, l'année dernière, il avait un prof de maths et ça n'allait pas, il s'accrochait avec le prof de maths. Et il dit, ouais, j'en ai marre, le prof de maths, il est toujours sur mon dos. Je lui dis, fais un poster. Il dit, ouais, ça sert à quoi ? Je dis, je sais pas, tu verras, fais un poster. C'est-à-dire, retire cette pensée de ta tête. Donc,
Je lui dis, on le fait ensemble, il visualise le prof de maths, on enlève l'image, et puis c'est tout. Ça se fait en 15 secondes pour se débarrasser d'une pensée, ça ne prend pas trop de temps. Et puis dans la semaine, je lui dis, alors, comment ça va avec le prof de maths? Il fait, pff. Il me dit, il me fout la paix. Mon fils, il a un certain tempérament, il est un peu rebelle. Et donc, il aime bien aller titiller les gens, moi par exemple, sur les trucs. Tiens, t'as dit un truc, oui, mais là, alors c'est pas vrai, c'est comme si c'est comme ça, il aime bien s'accrocher. S'il a un prof de maths qui dit quelque chose, il va lui faire remarquer qu'il n'a pas dit ça comme ça la semaine dernière, et ainsi de suite. Et donc, le prof de maths, automatiquement, il a autre chose à faire que de jouer à ce genre de jeu. Alors, je fais une supposition de ce qui peut se passer. Quand on enlève cette image, cette pensée de la tête de mon fils, lui-même, dans son esprit, il est plus agressé par le prof de maths parce que c'est devenu, il est beaucoup plus loin, il est beaucoup plus neutre, et donc il ne répond plus à quelque chose qui est déjà préprogrammé dans sa tête. À partir de là, la relation est différente parce que le prof de maths, il a autre chose à faire que être sur le dos de mon fils. Je crois, en tout cas, c'est ce qui s'est produit. Un autre exemple personnel de cette façon, j'ai mon épouse qui est un petit peu tendue comme ça, et puis je lui dis, c'est bizarre, t'es un peu sur mon dos là quand même. Et puis elle me fait, ouais, je sais pas ce que j'ai, mais tu m'énerves. C'est bizarre quand même, parce que franchement, moi je m'énerve pas. Alors, bon. Elle me dit, tu m'énerves. Alors, je lui dis, fais un poster. Et puis comme elle est merveilleuse, elle me dit, ah oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Dans la journée, je l'appelle, je lui dis, t'as fait un poster? Elle me dit, oui, je viens juste de le faire. Ok, le soir, elle rentre, je ne l'énervais plus. Vous avez vu comment on hypnotise sa femme? On va le faire tout à l'heure avec vos proches. Avec vos proches. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a juste retiré l'image de moi qui la contrariait. Et du coup, je la contrarie plus. C'est merveilleux, mais ça lui appartient. C'est-à-dire que moi, finalement, je suis indépendant de ce qu'elle fait. Si elle croit que c'est moi qui l'énerve, elle se trompe. C'est elle qui s'énerve à mon sujet. D'accord? Que ce soit clair entre nous, donc je n'énerve personne. Et quand quelqu'un vous énerve, eh bien, c'est vous voyez ce que vous croyez. Ok? Alors je vous propose on va... Puisqu'on a... Oui. Comment ça? Où est ma femme? C'est ça? Non, je partage en majorité publique, mais là, quand il y a une volonté, une image de quelqu'un qui ne se comporte pas correctement, c'est difficile même si je crois ce que je vois, si elle est respectueuse et qu'elle n'a pas le comportement éthiquement normal, il n'y a pas photo. Enfin, là, je ne peux pas me l'imaginer tout seul. Si elle me claque la porte en faisant une gestuelle non verbale qui caractérise... Je vois ce que je crois. Oui. Ce que tu ressens ne dépend que de toi, en fait. Elle a beau être irrespectueuse, tu pourrais te détacher, en fait. Oui, non, mais c'est ce que je sais pas, donc ce que je fais. Mais néanmoins, quand on le partage, il est communément convenu que c'est pas respectueux. Alors, pas seulement moi. Si je peux répondre... Comment? Ton sentiment, ça appartient. Oui, absolument. En fait, tu changes ton sentiment. On va se tutoyer, si vous permettez. En fait, j'ai quelque chose, j'ai une pensée. Que la personne soit désagréable ou pas, de toute façon, cette pensée, moi, elle me fait souffrir parce qu'elle habite mon esprit et elle me met en difficulté. Est-ce que vous connaissez la loi de Pareto? Ouais. La loi de Pareto, ça dit que, en fait, ça marche pour beaucoup de choses. J'ai un copain qui est ingénieur, quand il a découvert ça, il est allé la chercher et l'observer dans d'énormes cas, en fait. La loi de Pareto, c'est la loi 80-20, en disant qu'en 20% du temps, je fais 80% du travail. Et après, il va falloir 80% du temps pour faire les finitions, c'est-à-dire les 20% qui me restent à faire. Mais ça marche aussi sur notre observation. C'est-à-dire que la personne dont vous parlez, elle peut très bien être respectueuse à 80% du temps. Et puis, à 20% du temps, elle est, en tout cas, d'après votre considération, elle est en décalage. À partir de là, ces 20%-là, en fait, comme c'est ce que je regarde, parce que ça, en fait, les 80% qui se passent bien, je vais les considérer, encore une fois, c'est comme pour la confiance en soi, je considère que c'est normal. C'est-à-dire que quand je marche dans la rue, je sais marcher. Ou quand je fais du vélo, je ne suis pas en train de faire « ouais, je sais faire du vélo ». Je descends pas de mon vélo, ouais, t'as vu, j'ai fait du vélo. On n'est plus des enfants. Donc,
notre esprit a commencé à mettre des jugements et puis des niveaux sur quelque chose. Donc les 80% qui sont respectueux, eh bien, j'y fais pas attention. Et ces petits 20% qui sont là, en fait, comme je ne regarde que ça devient comme ça, parce que c'est ce qui occupe toute ma pensée. Quand on fait des posters, en fait, moi j'aime bien appeler ça, on a tous un côté sombre, un côté lumineux. On va dire que les gens avec qui on est, comme tout à l'heure dans l'idée de ce que je suis, on préfère partager de l'amour, de la joie, de la paix avec eux, que de la guerre et de la bagarre. Donc ça, c'est ce qu'on a envie. Seulement, comme on est un peu éduqué à regarder ce qu'on n'a pas et ce qui nous manque, eh bien, on se focalise sur les choses qui ne vont pas. Donc il faut un peu changer son regard en direction de ce qui est positif. Et là, on rentre tout à fait dans le principe de la loi d'attraction. En fait, dès que je regarde tout ce qui est positif uniquement, et en même temps que je suis pas contrarié parce que je peux faire semblant. Je peux dire, bon, je regarde le positif. Il y a une histoire comme ça avec deux moines zen, peut-être que vous connaissez. Il y a deux moines zen qui se promènent, ils sont en silence. Et puis, à un moment donné, ils arrivent au passage d'un guet, et puis il y a une femme qui est là, qui est apurée avec ses paquets. Et il y a le plus jeune des moines qui va la voir, qui la charge sur ses épaules, et puis qui lui fait traverser la rue, qui lui rend ses paquets, qui la salue, et puis qui repart en chemin. Et puis, apparemment, rien n'a changé. Sauf que son acolyte, qui est un peu plus vieux, ben lui, il fulmine, quoi. Il est en colère, et puis il n'arrête pas tout le long du chemin, jusqu'au temple. Il dit, oh, c'est pas possible, ce jeune-là, il n'est pas respectueux des traditions, on ne doit pas toucher les femmes, on ne doit pas leur parler, c'est intolérable, comment il a pu faire ça, et puis il fait ça, et il est en colère tout le long du chemin. Et quand ils arrivent devant les portes du temple, le vieux moine, il n'en peut plus, il rompt le silence pour le coup, et puis il lui dit, c'est intolérable ce que tu as fait, je vais devoir en référer au maître. Alors, le jeune, il dit, mais de quoi tu parles? Il dit, cette très jolie femme, tu l'as touchée, tu lui as parlé, et ça c'est intolérable, c'est contre la tradition. Et le jeune, il dit, c'est vrai, je l'ai fait traverser la rivière, mais je l'ai laissé là-bas, moi. Donc, on est comme ça, on rumine plein de choses, et ça fait du bien de se débarrasser de nos colères, de nos sentiments. Parce que même si, alors il y a d'autres petits... Il y a plein de trucs de sagesse qui circulent avec, en fait, pardonner, c'est se faire un cadeau à soi-même. C'est tout à fait vrai, en fait. Quand je pardonne pas, je garde à l'esprit quelque chose qui, finalement, me brûle à l'intérieur de moi. C'est celui qui abrite la colère qui brûle. D'accord? Donc, je vous propose de faire un petit exercice avec un conjoint. Si on n'en a pas. Si on n'en a pas, on a pu en avoir un. On a pu en avoir un. Donc, soit vous prenez un conjoint, soit quelqu'un qui est proche. En fait, vous allez le visualiser, mais dans son côté obscur. D'accord? Il y a celui qu'on aime bien, il y a celui qui nous énerve. C'est ma femme, sauf que je l'ai fait disparaître. Donc je vous propose de ne pas vous faire disparaître vous dans la tête de votre conjoint, mais de faire disparaître le conjoint un peu compliqué. Alors, j'aimerais bien que vous leviez la main pour que je sache qui va faire l'exercice. Alors, un conjoint, une ex. Vous pouvez prendre aussi un frère, une sœur, en fait, quelque chose qui est agaçant, qui est conflictuel, en fait. Une personne avec laquelle vous pouvez être un peu en conflit. Mais quand je dis conflit, c'est si vous ne prenez pas un conjoint. Si vous prenez un conjoint, déjà dans le nom, il y a deux mots. Donc, je sais pas, tu peux prendre quelqu'un. Alors vous pouvez aussi prendre un collègue de travail, par exemple, qui peut être ennuyeux ou ennuyante. Ou maman. C'est très bien, maman. Aussi. Donc en fait, ce qu'on va faire là, vous allez pouvoir le faire avec beaucoup de vos proches finalement, parce que on va traiter le côté, on va dire, sombre plutôt que le côté lumineux. On aime voir ces gens sur leur côté lumineux, sauf que parfois, à force de situation, le côté sombre passe devant, et puis c'est celui qu'on voit tout le temps. D'accord? Une fois, je fais un travail pour arrêter de fumer avec une dame. Je lui dis, vous fumez beaucoup? Elle me dit, oui, cette semaine, ça allait pas au magasin. Elle avait un magasin. Elle dit, ça va pas du tout. J'ai 3 employés, et là, c'est la galère.
Et bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur ces représentations mentales que ces employés étaient emmerdantes, entre guillemets, et on a fait juste un petit truc sur la cigarette. La semaine d'après, elle fumait moitié moins. Pourquoi ? Parce que les employés étaient générateurs de stress. Et comme on a éliminé des pensées, en fait, ce qui se passe dans notre vie, dans notre relation avec le présent, c'est que je vis une situation avec quelqu'un, et puis, dans mon souvenir, dans mes expériences passées, eh bien, j'ai une image un peu holographique qui vient se poser comme ça, entre la personne et moi. Quelque chose qui me ramène à ces émotions. On a vu tout à l'heure que quand on joue avec des trucs agréables, eh bien, on se sent bien, on joue avec, mais notre cerveau, il nous ramène tout le temps les trucs qui n'ont pas été réglés, en fait, pour qu'on les règle. Mais il nous les amène dans des situations où on est en train de vivre une émotion qui est la même que celle qu'on est en train de vivre au présent. Je me fais comprendre ? C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple concret, puisque on parlait de maman. Eh bien, moi, à une époque, avant d'être un peu nettoyé, eh bien, souvent, je disais à ma femme, je lui disais, mais tu m'énerves, tu ressembles à ma mère, quoi. Et après, je me suis aperçu que, en fouillant un peu mon esprit, je me suis aperçu que, finalement, il y avait ma femme, mais il y avait une espèce d'image en transparence qui venait comme ça, par-dessus ma femme, parce que ma mère et ma femme, alors elles sont complètement différentes au niveau des caractères, au niveau de la silhouette, au niveau de tout ce que vous voulez. J'ai bien fait de la choisir. Donc, elles sont complètement différentes. Et aujourd'hui que j'ai évacué toutes les pensées négatives au sujet de ma mère, eh bien, je suis déjà vachement plus en paix. Et en plus, jamais plus je dis à ma femme qu'elle ressemble à ma mère. Je lui dis, tu ressembles à ta mère, par contre. Et à ce moment-là, elle se défend, puis c'est comme ça que je la manipule un peu. Ok, alors vous allez penser à quelqu'un qui vous agace un peu, dont on a fait le choix. Vous allez le visualiser sur l'écran de vos pensées. On va le faire ensemble, mais je vous explique comment on va faire. En fait, on va faire la technique du poster. Quand on achète un poster, souvent, il est roulé. Et puis, on a des difficultés à l'étendre et à le piquer et à le mettre droit parce que, enfin, si vous avez acheté ça, je suppose que c'est des souvenirs de jeunesse. À moins que vous ayez un souvenir, un poster récent. En tout cas, il est roulé, on l'étire, et puis si on le lâche, eh bien, la mémoire de forme du papier fait que l'image s'enroule et ça revient à la forme initiale qui est un rouleau blanc. Donc, on va prendre cette personne, moi je vais l'appeler personnage, ça vous va ? Parce que c'est pas, on fait rien à la personne, hein, d'accord ? On peut le faire avec des gens qu'on aime beaucoup, sauf qu'on peut être dans une situation où c'est compliqué. Donc, on va donner un titre à l'image qui va être compliqué, ou au personnage. Ou éviter de donner un prénom, parce que c'est pas en rapport avec la personne, c'est en rapport avec ma façon d'interpréter les choses. Donc, je vous invite, vous pouvez fermer les yeux. Vous visualisez le personnage un instant. On imagine que c'est un poster sur l'écran de vos pensées et on le laisse s'enrouler. C'est comme si vous décrochiez et ça fait un rouleau blanc. Quand vous avez ce rouleau blanc, vous le lancez derrière vous, ça fait ponk. Je vous mets du son et vous ouvrez les yeux. À nouveau, vous fermez, vous visualisez le personnage, on va le faire plusieurs fois, on laisse s'enrouler, ça fait un rouleau blanc. Dès que vous visualisez le rouleau blanc, vous jetez derrière, ça fait ponk et vous ouvrez. Il faut le faire vite, hein. À nouveau, vous visualisez le personnage, ça fait un rouleau blanc, vous lancez derrière, ça fait ponk et vous ouvrez. Encore, personnage, un rouleau blanc, vous lancez derrière, ponk et vous ouvrez. Et une dernière fois, personnage, un rouleau blanc, vous lancez derrière, ponk et vous ouvrez. Super. Ça se fait vite ? Est-ce que ça se fait vite ? En fait, le truc, c'est qu'après, quand je pense à l'image, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui est donné ? S'il y a un mouvement qui est donné, ça veut dire que mon esprit a enregistré que lorsque cette pensée survient dans mon esprit, eh bien, naturellement, il l'enlève. Et là, je reviens sur la question qui m'a été posée, c'est automatique. Après, donc, on peut, toutes les pensées sous forme d'image, vous pouvez les renvoyer comme ça. Si jamais vous n'y arrivez pas, à ce moment-là, vous venez me voir, c'est qu'il y a peut-être un truc un petit peu plus profond à nettoyer qu'il faut trouver ailleurs. En tout cas, vous pouvez enrouler. Si ça ne marche pas de droite à gauche, vous enroulez de gauche à droite. Vous pouvez aussi imaginer que ça monte comme un store ou que ça tombe comme un lait de papier mural. Mais vous recommencez toujours le même processus 4 ou 5 fois. Ça marche ? Donc, les pensées si vous vous dites par rapport à la loi d'attraction, tiens, j'aimerais bien ça, mais il y a ça qui gêne, eh bien, vous prenez le ça qui gêne, vous l'enlevez de votre esprit, et ça va faire déjà plus de liberté pour la loi d'attraction. C'est sans penser à ce qui nous gênait chez la personne ?
Non, sans penser à ce qui nous gêne sur la personne. En fait, quand tu visualises la personne, tu la visualises dans le truc qui t'agace. Ah, voilà. Tu vois? Donc, effectivement, tu penses quand même au truc qui t'embête, mais tu visualises son côté sombre, son côté celui que tu n'aimes pas, et tu l'enlèves. Et après, tu te sens paisible. Donc moi, après, j'ai une interrogation, parce que ma femme, elle vient de faire un poster, alors je sais pas avec qui elle a fait. C'est ça. Mais elle a le droit de le faire avec moi, heureusement. Ensuite, est-ce que... Quelle heure est-il? 5h05. Et on a jusqu'à 6 heures. Je vous propose de... On va faire des exercices. Je vous propose 5 minutes de pause, ça vous va? Hein, pour respirer un peu. Parce que